Laurent Mariotte est toujours avec nous. Il publie son nouveau livre À ma table et vous êtes resté avec nous parce que j'avais envie de vous présenter ce matin Guillaume Lopez. Bonjour Guillaume. Bonjour Thomas. Bienvenue. Vous êtes biologiste et mycologue et vous publiez Le génie méconnu et discret des champignons aux éditions Albin Michel. Et vous êtes très suivi sur les réseaux sociaux avec 300 000 abonnés. Et si vos vidéos ont autant de succès, c'est parce que le règne fongique a beaucoup à nous apprendre. Elle est née comment pour vous cette passion, Guillaume? Alors moi en fait je suis un fan de plantes à l'origine, donc j'ai commencé par m'intéresser à comment est-ce qu'on cultive bien les végétaux, et il se trouve qu'en fait dans l'émergence de la vie sur Terre, les champignons ont eu un rôle crucial pour que des petites algues puissent sortir de terre et devenir les plantes telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et donc pour bien cultiver les plantes, en fait il faut bien cultiver les champignons. Donc moi ma première passion c'est la permaculture et comment est-ce qu'on fait finalement pour cultiver des plantes et qu'elles soient saines. Et petit à petit, vous avez découvert un monde très surprenant et on va le détailler. Mais d'abord, on va parler un petit peu de cuisine avec Laurent. Je sais que vous êtes allé, vous, à la cueillette des champignons récemment en Sologne. J'y étais hier et avant-hier, figurez-vous, pour ma revue, justement. Et non, mais c'est passionnant et je le suis sur les réseaux, Zeno Nature, c'est Zeno ça votre compte Instagram. Et c'est vrai que c'est passionnant et je viens de parcourir un petit peu le livre, là, et c'est très précis, très pointu. Dans le kombucha, voilà, cette boisson de thé vert aussi, ils sont partout, les champignons. Le kombucha, donc en cuisine, c'est une boisson à base de champignons, c'est ça? C'est un champignon très particulier. C'est du thé vert fermenté? Oui, c'est ça, c'est du thé vert fermenté. En fait, il y a une mer de vinaigre et la mer est composée d'un assemblage avec des bactéries et des levures, et les levures font partie des champignons. Et ça aurait des propriétés pour la santé. Pour notre microbiote, c'est bien, effectivement, ça nous remet un petit peu en place. Ouais. Et alors vous, dans votre livre À ma table, il y a plusieurs recettes aux champignons de Paris, qui peut être vu comme très classique, le champignon de Paris, même parfois un peu ennuyeux, mais qui a l'avantage aussi d'être bon marché. Et c'est peut-être celui qui plaît au plus grand nombre aussi. Et oui, puis il a de la mâche, il a de la consistance, et je trouve que quand on est végétarien, par exemple, en termes de texture, ça donne une bonne, un petit côté trompe-l'œil avec une viande, par exemple. J'en ai fait l'autre jour, j'en ai acheté des gros, j'ai coupé le pied, je les ai fait revenir avec de l'huile d'olive, un petit peu de persil, des noix, je les remets à l'intérieur des champignons, et je mets tout ça au four, et ensuite je mets un chèvre frais par-dessus, et vous avez vraiment un plat qui est consistant avec un champignon qui est pas cher. Champignon de Paris qui est rarement de Paris, d'ailleurs. Oui, qui est beaucoup du côté de Saumur. Ouais, c'est ça. Et alors Guillaume Lopez, vous avez des recettes sur votre compte Instagram. Alors il y en a une qui a retenu mon attention parce que vous mélangez alcool et champignons. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Mais alors vous, c'est assez particulier parce que vous faites du pastis au reishi, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors en fait, l'idée c'est que... C'est quoi le reishi déjà? Oui, alors le reishi, c'est un champignon qui est utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise depuis très longtemps. Et en fait, il se trouve que c'est un champignon dur, donc en fait, on peut pas croquer dedans directement. Et donc en fait, il faut extraire ses principes actifs avec une alcoolature, c'est-à-dire on fait macérer le champignon dans l'alcool, et quitte à faire macérer un champignon dans l'alcool, pourquoi pas en faire quelque chose de plus bon, étant donné qu'en plus c'est un champignon un peu amer, donc y ajouter quelques épices telles que celles présentes dans le pastis, de la badiane, de l'anis, etc. Donc voilà. C'est le rhum arrangé du champignon. Voilà. Tout à fait. C'est à consommer avec modération, bien sûr, mais ça a des vertus particulières ou pas? Oui, alors le reishi, il est appelé le mannentake en japonais, qui veut dire en fait le champignon qui aide à vivre 10 000 ans. Donc, c'est pas mal comme vertu ça. C'est bien, ça qu'on en trouve des champignons. C'est plutôt pas mal, effectivement. En fait, c'est un champignon qu'on dit adaptogène, c'est-à-dire qu'il va réguler tout un tas de systèmes, notre glycémie, notre stress, notre anxiété. Il peut aider à dormir dans certains cas, donc c'est un champignon qui va en fait faire en sorte que notre organisme se porte mieux de manière générale. Est-ce que vous les aimez crus, vous, les champignons, Laurent Mariotte? Oui, le cèpe est un des rares champignons qu'on peut déguster cru, par exemple, en carpaccio avec une petite huile de noisette et des copeaux de parmesan. C'est délicieux. Mais attention, les champignons, quand on a un doute, faut aller chez le pharmacien. Mais je trouve que maintenant, de moins en moins de pharmaciens peuvent rendre service. Donc quand on a un doute, on n'en mange pas, on n'y touche pas, on est d'accord. Parce que pour vous, Guillaume Lopez, il faut éviter de les manger crus. C'est ce que vous dites dans votre livre. Pourquoi? Alors, il y a énormément de champignons en fait qui ont des toxines, qui sont sensibles à la chaleur. Donc, c'est des molécules en fait qui vont tout simplement disparaître quand on chauffe le champignon au-delà d'une température qui peut être 60-80 degrés. Et c'est d'ailleurs le cas des morilles. Les morilles sont très toxiques quand elles sont crues. Mais en fait, une fois qu'on les a fait cuire ou sécher longtemps, la toxine disparaît. Donc il faut toujours faire cuire ces morilles. Minimum 20 minutes de cuisson pour les morilles. Il y a eu plein d'accidents de morilles, notamment le dîner du club qui s'appelle Le Siècle, vous savez, où il y avait des grandes figures, des grandes entreprises françaises qui se réunissaient, et le chef a mal fait cuire les morilles, ils sont tous partis à l'hosto. Donc il faut vraiment faire gaffe avec la morille. Et vous dites qu'on l'oublie parfois, mais ce ne sont pas des légumes, les champignons, il ne faut pas en abuser.
Oui, alors en fait, les légumes font partie du règne végétal, pardon. Les champignons, en fait, depuis les années 60, font partie d'un règne à part. Donc en fait, c'est une famille aussi grande que celle des animaux ou des végétaux. On estime qu'il y a entre 6 et 8 millions de champignons. Est-ce qu'il existe des saisons pour les champignons ou est-ce que finalement tous les champignons sont à cueillir en ce moment là à l'automne ou est-ce qu'on en trouve toute l'année? Alors on en trouve toute l'année mais il y a une saisonnalité. Si je prends par exemple la truffe noire du Périgord qui est notre joyau français, la truffe du Périgord en fait sa saisonnalité ça va être plutôt en hiver, en novembre-décembre. On a la truffe d'été qui est son équivalent un peu moins cher, un peu moins parfumé, qui elle du coup a une période plus estivale. Et puis après on a quand même une bonne majorité des champignons qui sont présents là à l'automne. Et alors là-dessus sur la truffe on apprend des choses étonnantes dans votre livre. Moi je savais pas que la truffe elle a besoin d'un animal pour être disséminée et donc elle va mimer les phéromones d'une espèce pour attirer certains animaux. Donc il y a certaines truffes qui vont mimer les phéromones des castors et d'autres des sangliers, c'est ça? Oui. Alors la truffe la plus chère du monde, la truffe blanche d'Alba dans le Piémont italien, c'est une truffe qui mime en fait les phéromones de castor parce qu'elle vit dans des zones autour des rivières justement. Et donc elle est symbiotique d'arbres qui poussent dans ces endroits et elle mime les phéromones de castor qui vont venir se nourrir de la truffe. Et en fait, ces spores ensuite sont résistants, ils vont être disséminés par les déjections des castors. Vous l'aimez avec quoi, vous, la truffe? Avec une petite omelette, Laurent Mariotte? Une petite brouillade d'œufs, ou sur des pâtes, par exemple, mais simplement. Voilà. Et on la met au dernier moment, on la fait pas cuire, surtout la truffe. C'est en copeaux taillés finement au dernier moment. On rappelle votre nouveau livre À ma table, mais sans recettes préférées pour tous les jours. Merci Laurent Mariotte d'être passé nous voir ce matin sur Europe 1. Et on vous retrouve bien sûr sur Europe 1 tous les week-ends le samedi à 11h avec la table des bons vivants. Et nous, on va continuer à parler de ce livre. Ben oui, ce livre, c'est le génie méconnu des champignons avec votre invité ce matin, Thomas. C'est fascinant. Le mycologue influenceur Guillaume Lopez. À tout de suite sur Europe 1. La suite de Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 11h avec Thomas. Il est votre invité. Thomas, ce matin, vous recevez Guillaume Lopez, mycologue, passionné de champignons et auteur du livre Le génie méconnu et discret des champignons. Les champs étaient humides et suffisamment acides. C'était le bon moment pour aller cueillir des champignons. Mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi. Alors c'est l'automne, c'est la saison de la cueillette des champignons. Mais moi je dois vous avouer que ça me fait toujours un petit peu peur de me tromper. Dans votre livre, vous dites que pour faire une bonne cueillette, il faut pas seulement ouvrir l'œil, mais ouvrir son cœur. Alors moi je veux bien, mais j'ai surtout peur qu'on m'ouvre les portes des urgences. Quels conseils vous pourriez nous donner ? En fait, je pense que c'est comme tous les sujets, d'une certaine manière, il faut y prêter attention. Et c'est en y prêtant attention qu'on va vraiment... que le champignon va nous impacter, en fait, d'une certaine manière. Le champignon va transformer notre perception du monde. Parce que c'est vrai que le champignon, il passe très, très fréquemment inaperçu parce que la vie fongique, en fait, elle est un peu indétectable par nos sens. C'est-à-dire qu'on voit des abeilles butiner, on sent des plantes, leur parfum, etc. Le champignon, jusqu'à ce qu'il sorte de terre, on ne sait pas ce qui s'est passé en fait. Et il est très discret. Alors bien sûr, au moindre doute sur un champignon, on l'a dit tout à l'heure, on passe demander à son pharmacien en espérant qu'il s'y connaisse. Mais est-ce que déjà, vous pouvez nous donner des petites clés pour reconnaître quand un champignon est comestible et quand il risque d'être toxique ? Alors, il n'y a pas vraiment de règles. C'est ça le problème. Il n'y a pas vraiment de règle qui dit ok, ça c'est toxique, ça c'est comestible. La couleur par exemple, ça n'a aucune incidence? Non, ça n'a aucune incidence. Par exemple, dans l'exemple des bolets, il y a beaucoup de gens qui pensent que les bolets bleuissants sont toxiques parce qu'effectivement il y en a un qui s'appelle le bolet Satan qui est toxique et bleuissant, mais il y en a un autre qui est très bon, qui s'appelle la récompense du mycologue, qui est un bolet à pieds rouges, qui est fortement bleuissant, et justement, en fait, on l'appelle récompense du mycologue, parce que, hormis les mycologues qui le connaissent, les autres ne s'y tentent pas, et pourtant, c'est un très très bon champignon. Ouais. Et puis encore faut-il être capable d'en trouver des champignons, parfois on fait des kilomètres sans en voir un. Est-ce que vous avez des techniques pour trouver les bons lieux, les bons coins à champignons ? Alors en fait, tout part de l'écologie du champignon, c'est-à-dire qu'il y a des champignons qui vont aimer des lieux un peu plus humides, d'autres un peu plus secs, et donc déjà il va falloir s'orienter de la sorte. Et puis un autre conseil que je peux donner, c'est que toujours dans l'écologie du champignon, en fait, on a des espèces qui sont mycorhiziennes, qui vivent du coup en symbiose avec des plantes, et donc en fonction du type d'arbre qui va pousser sur tel ou tel lieu, on va à peu près savoir qu'est-ce qu'on peut trouver. Mais ensuite, c'est vraiment une affaire de patience. Et d'expérience.
Et puis alors les champignons, certes on les déguste, mais ils sont bien plus importants que ça pour notre monde. On s'en rend pas compte, mais les champignons, ils sont partout autour de nous et ils sont indispensables à notre survie, même sur la planète. Oui, en fait, moi je pense qu'ils sont archétypales, dans le sens architecture qui est à la fois l'ordre et le commencement. C'est-à-dire que l'architecture, c'est ce qui conditionne la forme du bâtiment, et puis en même temps, c'est l'origine. Et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour que les plantes puissent sortir des océans, il a fallu en fait qu'il y ait cette collaboration avec les champignons. Et donc en fait, tout notre monde, ou en tout cas le continent, s'est transformé grâce à cette symbiose entre plantes et champignons. Vous dites c'est un écosystème mondial, ils forment une immense couche, ils sont en lien avec tout, la terre, l'eau, les plantes, les arbres, tout le vivant, même avec l'homme, puisqu'on respire même des spores de champignons. On s'en rend pas compte de ça. Mais... Ouais. Il y a une étude absolument fascinante qui est parue et qui nous dit que les spores sont l'aérosol, c'est-à-dire la matière organique la plus présente dans notre atmosphère. Et ça serait autour de 50 millions de tonnes de spores produites tous les ans. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ces spores, ils ont une petite couche qui attire l'eau et donc qui permet en fait de former les gouttelettes d'eau. Ouais. Donc en fait, il y aurait un noyau de spores, un noyau de champignons sur lequel vient s'accumuler plein d'eau et ça fait de la pluie en fait. Donc les champignons sont responsables de la pluie aussi. Et est-ce que les champignons eux-mêmes respirent ? Alors les champignons respirent absolument, ils respirent au sens biologique du terme, c'est-à-dire que ils ne vont pas comme les plantes utiliser du CO2 pour fabriquer des sucres, mais ils vont au contraire dégrader de la matière organique et éjecter du CO2 dans l'atmosphère. Et alors, dans votre livre, vous décrivez aussi les nombreuses vertus médicinales du champignon, parce qu'ils ont une capacité à s'adapter, à innover. Ce sont les rois de l'augmentation des potentiels, dites-vous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut utiliser les champignons comme des médicaments ? Ça existe, ça ? Ouais, tout à fait. Alors, c'est un pôle de notre... c'est un pôle en Europe, on a un petit peu oublié cette utilisation des champignons, ce qui n'est pas le cas du tout en Asie. Et j'en veux pour preuve Mario, qui est donc un personnage japonais, et bien au Japon... Mario Bros, ouais, tout à fait. C'est vrai qu'il a un champignon. Mais oui, il a un champignon avec lui, Et quand il mange un champignon, il grandit et il gagne une vie. Ah oui, c'est vrai. Alors que nous, on a l'image complètement opposée, en fait, en Europe. On a l'impression qu'en mangeant un champignon, justement, ça va nous ouvrir la porte des urgences. Et par contre, il évite les carapaces de tortue. Donc ça, c'est vraiment à éviter. C'est vraiment, il y avait toute la médecine dans Mario, on vient de s'en rendre compte. Et vous dites qu'on a effectivement du retard là-dessus, et que les champignons peuvent même créer des antibiotiques, c'est vrai ça ? Alors, les antibiotiques sont issus de souches de pénicilline, de pénicillium, ça vient du... Absolument. C'est un champignon, en fait. C'est un champignon. Anissa a une question sur Twitter. Oui, il y a une question de Marie sur Twitter qui nous dit: est-ce que les Français sont des grands consommateurs de champignons ? Les Français sont des très grands consommateurs de champignons. En fait, il y a beaucoup de mycologues en France qui y arrivent par la casserole. Et avec nos racines latines, on a une très très grande affection pour le champignon et la table. Et la table, et on en mange beaucoup et on les adore, ces champignons. Monsieur Olivier Benkemoun, il nous a rejoint. Ça va, Olivier ? C'est passionnant comme discussion. On est tous... En fait, il y a un truc avec le champignon, c'est qu'on aime aller les chercher. Ouais. Non, mais c'est ça. Alors, tout à l'heure, vous avez dit on peut pas les reconnaître. En fait, il faut avoir un objectif. Quand on va dans une forêt, on va sur un champignon, on va pas sur deux. On sait qu'on doit ramener du bolet, par exemple. Ouais. Et là, normalement, vous devez pas vous planter. Vous savez qu'il n'y a pas de strie en dessous, etc. Objectif bolet. Et vous ramenez, et vous êtes heureux. Alors, si on veut des cèpes, il faut une forêt de quel genre d'arbres ? Parce que vous disiez que les champignons dépendaient des arbres qu'il y avait autour. Ouais, alors les cèpes, j'ai une petite astuce. En fait, le cèpe, il est assez large dans son spectre de plantes avec qui il fait des symbioses. Et notamment, ça se superpose avec l'amanite tumouche. Ouais. Comme l'amanite tumouche est d'une couleur très rouge, mais en fait, lorsque vous voyez des amanites tumouches, vous pouvez espérer avoir des cèpes. Il y a des cèpes autour. On va continuer à parler des champignons dans un instant et puis on va vous donner la parole, monsieur Benkemoun. Vous nous emmenez au cinéma ? Oui, voir Joker 2. Joker 2. Je vous emmène. On sent un enthousiasme débordant. Il n'a pas aimé. Votre critique dans un instant, à tout de suite.